Oui, merci Marjorie. Je vais commencer par rappeler, une petite chose, qui peut paraître, évidente et un peu, décalée en même temps. C'est que, il y a plusieurs, organismes, plusieurs chercheurs qui ont, essayé de déterminer quelles seraient les compétences les plus utiles pour les humains au 21e siècle et leur conclusion m'arrange assez parce que les 4 compétences principales, qu'ils ont, identifiées, c'est la communication, la collaboration, l'esprit critique et la créativité. Et quand on entend ça, quand on lit ça, on se dit: «Bon, beh, super, donc l'école ou tous les endroits d'apprentissage vont s'en saisir et puis il va y avoir des cours de créativité puisque c'est une compétence fondamentale pour le 21e siècle». Et pourtant, ben, il n'y a pas tant que ça d'heures qui sont consacrées à la créativité. Alors, pas forcément par ignorance, mais parce que la créativité, c'est quelque chose qui est profondément soluble, qu'on va retrouver dans ces veines à différents endroits des apprentissages. Et c'est pas toujours facile de déterminer ce que c'est que la créativité. Alors la créativité, les chercheurs, en tout cas s'entendent à la définir comme la capacité à produire une idée qu'on peut quand même exprimer, identifier, observer, mais cette idée, elle a quelque chose d'inattendu, de novateur dans une situation donnée. Donc c'est cette idée qu'on a aussi un peu de manière convenue, qu'il y a une forme d'originalité. Il y a une autre définition qui peut être intéressante parce qu'elle se place dans un autre champ, celui de la psychologie positive, celui du bien-être, qui est aussi celui qui prévaut dans le Festival de l'apprendre, où on va définir la créativité par ces différents processus qu'elle met en place. C'est-à-dire pour être créatif, on s'entend sur le fait qu'il faut être capable d'analyser cette situation dans laquelle on doit générer quelque chose de nouveau, d'imaginer cette solution nouvelle parmi plein d'autres dans le temps de la recherche, de laisser émerger des alternatives, évaluer si c'est la bonne alternative. Et que toutes ces euh, possibilités qu'on explore, eh bien, on va les soumettre non pas seulement aux critères de l'originalité, mais aussi au fait que c'est une solution qui est positive pour soi, une solution dans laquelle on se reconnaît, on s'identifie et qui est bonne pour soi et pour les autres. Et je voudrais qu'on garde en tête cette image de la créativité parce qu'on commence à saisir un petit peu que si pour être créatif, il faut être capable d'analyser, d'imaginer, de sélectionner, bah, finalement, la créativité, tout le monde peut en avoir. Alors qu'on entend parfois des gens dire: «Ah non, mais moi, je suis pas créatif». Et puis c'est fini, on a arrêté ça. Comme si on est créatif ou on l'est pas. Donc la première question que je voudrais poser à Marjorie et Vincent, c'est vous, dans vos pratiques, Marjorie, dans cette méthode d'apprentissage des langues, enfin dans cette démarche d'apprentissage des langues par le théâtre, Vincent, dans le collectif où vous travaillez beaucoup sur l'engagement corporel dans le contexte scolaire, comment vous, vous intégrez cette créativité, donc comme je l'ai dit, vu comme la recherche d'une idée novatrice, comme un ensemble de processus analysés, imaginés, dans votre travail, dans le travail que vous menez. Marjorie, peut-être, tu commences? Le lien que vous faites entre création et apprendre dans vos pratiques. Ok. Hein? Alors, ouais, ouais, tout à fait. Donc, Tealingua, c'est l'apprentissage, enfin, l'acquisition des langues, d'une langue étrangère par la création théâtrale. Euh, il y a deux choses qui me viennent essentielles. Déjà, c'est que nous, le médium dont on se sert est déjà l'apprentissage. Le fait d'accepter de se mettre en danger, en tout cas en incertitude, en ne comprenant pas tout à fait ce qui se passe. Parce que quand l'on parle quand on est avec un groupe, moi je suis francophone et je vais être avec un groupe de germanophones, j'ai beaucoup été à Berlin, et ben, je vais leur parler français. Alors, ils apprennent peut-être le français, peut-être ils l'apprennent moins, mais en tout cas, dans la relation que je vais avoir avec eux, déjà quelque chose va être flottant et va être, quand tu parlais tout à l'heure de cette incertitude à accepter, on est déjà dedans. Et je pense que dans cette incertitude, on est quelque chose dans le créatif et l'apprentissage.
L'apprentissage, c'est d'une transition de quelque chose qu'on se représentait à une autre chose avec un savoir qui nous vient de l'extérieur. On va passer à une nouvelle représentation. Donc, on est déjà dans quelque chose qui change. Donc, il y a un espace. On appelle ça dans les langues de l'interlangue. Je ne sais pas si ça pourrait être dans la connaissance, mais de l'interconnaissance. Et nous, on travaille déjà en étant étrangers dans la langue, donc dans la consigne et dans la présentation au groupe, il y a déjà ça. Donc, déjà, on est dans cette chose où on travaille en tout cas dans l'entre-deux. Et ensuite, on a un processus créatif qu'on met en place. Et ce processus créatif, il est pareil, en effet, dans toute la lingua, qu'on travaille 1 heure et demie, une semaine ou un an avec nos groupes, c'est toujours le même. Et on est sur cette pyramide qui est toujours, on part du groupe, de pouvoir faire groupe, c'est-à-dire de se regarder, d'être capable de pouvoir s'approcher, d'être capable de pouvoir se regarder, être ensemble un minimum, a ensuite les outils de communication, la voix, le corps, l'espace, qui sont les outils de l'acteur. Donc, on rentre vers le théâtre, on rentre vers des improvisations un peu d'idées, donc qu'on anime avec, on ne va jamais commencer le théâtre avec « allez-y improviser » ou avec « allez-y, voici un texte », jamais. Donc, vers des improvisations d'idées qui nous conduisent à un texte, qui nous conduisent à de la répétition, qui nous conduisent à un spectacle. Et en fait, on est toujours vers ce processus graduel où on est parti d'une personne et d'un groupe qui sont capables d'eux, qui sont en capacité d'eux, dont on a fait un cadre suffisamment solide et sécurisant pour qu'ils puissent oser donner quelque chose. Et ensuite, on va vers du texte ou des rideaux rouges, ce qu'on associe d'habitude au théâtre. Mais du coup, si je comprends bien, quand vous êtes en création, vous ne savez pas où ça va. Et je renverrai cette question à Vincent, parce que vous travaillez dans des espaces scolaires avec des programmes, des séquences préparées, des séances où on sait peut-être un peu où on veut emmener les élèves. Comment on peut intégrer la créativité quand on a une feuille de route qui est, somme toute, quand même assez cadrée et assez claire? Oui, alors je reviendrai sur plusieurs points. Si je prends simplement l'introduction que tu as indiquée, Sandrine, hein, on n'associe pas spontanément créer avec apprendre, et c'est pour le coup bien dommage, parce qu'effectivement, on a, de manière académique, hein, le professeur, lorsqu'il est devant sa classe, il a un programme. Effectivement, ce programme, il doit le mettre en œuvre. Pour autant, il a quand même cette chose qui est extrêmement intéressante, c'est cette liberté pédagogique. Et ça veut dire que lorsqu'il va construire son scénario pédagogique, hein, qui en fait est un alignement entre les objectifs qu'il souhaite faire atteindre à ses élèves, pour le coup, leur faire apprendre quelque chose, les différents contenus, les différents programmes, il va devoir aligner ça avec une méthode, un format de scénario pédagogique. Et on se rend bien compte qu'un professeur peut très bien avoir un scénario très, très abouti. Il n'empêche qu'en face de lui, il a des élèves, et les élèves sont mouvants, viennent avec leurs soucis de la maison, viennent avec leur chagrin d'amour quand ils sont à l'adolescence, viennent avec leurs préoccupations diverses et variées, viennent avec leur mauvaise humeur ou au contraire leur très très bonne humeur. Ils ne sont pas stables, ils sont stables, ils bougent beaucoup sur leur chaise ou pas forcément. Et tout ça va nécessairement obliger le professeur à être créatif pour le coup dans son approche et voire même quelquefois à changer et à modifier le contenu ou en tout cas le scénario qu'il avait prévu. Et tout le travail de CECA, donc corps enseignant et corps apprenant, ça a été de partir des éléments de théorie, de s'appuyer donc sur les grands penseurs, hein, Piaget, Vygotsky, pour essayer de voir un petit peu ce que nous dit la recherche et de mobiliser le corps justement pour permettre que le scénario pédagogique, l'apprentissage se mette en place. Et de fait, hein, ce que l'on voit, c'est que la créativité est systématiquement présente puisqu'il y a besoin d'une adaptation. Et je ferai cependant, hein, simplement pour vous indiquer une chose qui est extrêmement importante, puisqu'en introduction, Sandrine indiquait qu'il y avait 4 compétences qui étaient extrêmement importantes dans la créativité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, l'ensemble des collègues, hein, l'ensemble des enseignants forment des élèves à des métiers qui n'existent pas encore. Ils forment des élèves à des métiers, sachant que ce même élève, lorsqu'il aura son premier métier, il en fera 5 ou 6 dans sa vie. Donc ça veut dire que ces compétences que Sandrine a citées, notamment cette créativité, sont particulièrement importantes et essentielles à développer.
Ok. Alors, je vais rester quand même un peu sur cette idée de développer cette tolérance à l'incertitude. Marjorie, tu disais, la première chose qu'on va travailler avec les élèves, c'est à pas savoir où ils sont et à rester serein. Donc, j'entends aussi que euh, ça demande euh, au niveau émotionnel ou c'est pas toujours confortable en fait de rester dans l'inconnu. Donc je vais vous proposer un tout petit temps là. C'est un peu étrange de voir que les noms. Oula, excusez-moi. Je vais vous proposer de regarder un tableau et de noter dans la discussion ce que vous associez à cette image, sans trop vous, enfin, a priori, sans vous soucier de ce qu'écrivent les autres. Et puis, normalement, vous devez pouvoir voir ce qu'écrivent aussi les autres. Je vais laisser Marjorie continuer pour. Enfin, il faut que je fasse ce partage d'écran. Et voilà. Je vais vous laisser regarder ce tableau. Vous voyez, c'est un tableau de Kandinsky. Et qui laisse une certaine part à l'inconnu. Et j'aimerais que vous essayiez que vous notiez dans le tableau ce que quels mots vous mettriez, quels mots vous y associez, pour voir un petit peu comment chacun se situe par rapport à une forme d'inconnu, une forme d'ambiguïté en tout cas. Ou pas, peut-être que pour certains, c'est pas du tout ambigu. On va prendre juste une toute petite minute pour ça. On peut répondre plusieurs fois. Oui, bien sûr. Alors ça, c'est quelque chose en créativité qui est toujours assez bluffant, moi, je trouve. C'est que on commence à chercher des idées avec l'idée que peut-être plus on va en chercher et moins on en aura. C'est un peu l'idée de l'épuisement. Je ne sais pas pourquoi. Et en fait, en créativité, très souvent dans ce qu'on appelle cette phase de divergence où on cherche des idées, on se rend compte que plus on en cherche et plus on en trouve. Et plus on en cherche et plus on a du mal à en trouver, plus celles qui viennent sont originales. Donc allez-y. Au moment où vous pensez que vous n'avez plus d'idées, allez chercher celle qui est dans le dos, dans le doigt de pied ou dans le creux de la joue et ça sera sûrement quelque chose de plus original. Moi, je ne vois pas ce que vous écrivez, mais je vais m'arrêter à 20, tiens, à 30, j'arrête le partage d'écran. Il m'en manque 2. Allez, ça y est. Alors, attends, il faut que je retrouve ça. Et je vais aller voir dans la discussion. Vous les voyez j'espère que vous pouvez voir ce que les autres ont écrit. Je vais peut-être... merci. Ah, Camille, j'ai pas compris, mais peut-être on verra ça tout à l'heure. Je lis couleur, vie, éclectique, liberté du mouvement, contraste, danse, kaléidoscope, carte postale, donner de la voix à la voix, planant, criant, universalité, crescendo, harmonie. Je vous laisse regarder aussi. Ça va de choses qui sont assez concrètes à d'autres qui sont plus impressionnistes, en tout cas qui sont dans une grande diversité qu'on peut, en tant qu'enseignant ou formateur, être amené à vite cadrer ou au contraire, on peut laisser le collectif explorer ces différentes possibilités. Et c'est une des postures créatives qu'on retrouve souvent, qui est de s'autoriser en tant que formateur, même si on a une conduite, même si on sait là où on veut emmener les apprenants, on peut essayer de résister à ce besoin de contrôle ou ce besoin d'unicité dans le propos. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi retenir dans la posture créative qu'on peut utiliser. Je voudrais revenir un petit peu sur cette posture créative dont vous avez un peu parlé. Tous les deux. Est-ce que comme formateur, si on se dit qu'on veut guider un groupe de manière créative,
est-ce que vous avez quelques gestes professionnels, gestes de formateur que vous identifiez comme étant à même de solliciter la créativité de vos apprenants? Est-ce qu'il y a ou ça peut être des choses très concrètes, des embrayeurs, des phrases, ou plus une posture, c'est-à-dire un principe de formation que vous vous donnez, Oui, que vous je pourrais pourriez intervenir, moi, partager? Sandrine, à la fois sur mon rôle de formateur, mais également sur les situations particulières que j'ai pu vivre en milieu Que je sais professionnel. pas, il y a de quoi faire tu sais, des crêpes, des galettes avec du fromage et du jambon, une petite salade. Voilà, sauf C'est qu'il y a créatif. une crêpe par personne, donc ça va peut-être pas suffire vraiment, Carole, on va peut-être vous laisser couper votre micro, ça sera Pardon. pas de souci, mais j'en ai pour ma part l'eau à la bouche. Je pense que voilà. En tout cas, donc, en termes de réponse à Sandrine, moi je dirais la première posture du formateur, ou en tout cas de la personne qui va essayer d'animer quelque chose, ou en tout cas de mettre en place quelque chose qui va découler sur la créativité, c'est vraiment mobiliser ce qu'on appelle les compétences psychosociales. C'est-à-dire qu'il faut absolument, en tout cas ça me semble nécessaire, qu'il y ait une réelle posture de la personne, du formateur, hein, une réelle posture de bienveillance, de mise en sécurité, d'ouverture d'esprit. Voilà, c'est tous ces éléments de l'ordre des compétences psychosociales. Et je peux donner simplement un exemple que j'ai pu vivre sur les séquences qui nous ont amenés à être créatifs. Hein. Tout le monde a vécu cette période assez singulière de la crise sanitaire. Et lorsque j'étais auprès d'un recteur, on a dû à un moment se poser la question, mais on n'a jamais eu ça. Qu'est-ce qu'on fait pour réorganiser l'ensemble des choses, pour permettre aux enseignants de travailler, pour permettre de réussir, tant bien que mal, hein, en tout cas à notre niveau. Hein. Et ça veut dire qu'on a abordé vraiment cette question du format des réunions sous la forme du brainstorming, et on a utilisé notamment la solution de ce qu'on a appelé l'anti-problème, c'est-à-dire se dire, bon, on a une situation qui est celle-ci, voilà, on doit faire passer quelque chose de la communication, et ben, partons du principe, lâchons-nous, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour dégrader complètement cette communication? Et ensuite, une fois que tout le monde s'est lâché, parce que là, l'esprit créatif a pu vraiment se lâcher, c'est de reprendre les éléments les plus importants pour les transformer, cette fois-ci, en version positive, et ensuite en faire un acte de communication qui était le plus affirmé pour une académie. Oui, Alice nous dit rebondir sur une idée étonnante. Alors, les anti-problèmes, c'est vrai que les idées sont souvent très, très étonnantes. Et le rebond, c'est aussi un principe dans la création collective, d'accepter et de rebondir, qu'on connaît aussi en théâtre d'improvisation. J'imagine que ça doit te parler, Marjorie, cette idée de rebond, d'accepter les propositions et de les développer. Est-ce que toi, tu as des gestes ou des postures ou des exercices typiques où tu te dis, mais je sais qu'avec ça, je vais libérer un peu les idées, ou au contraire les amener à se focaliser? Des exercices, on en a 99 Là, répertoire. Non, des exercices, enfin, je peux en citer un ou deux peut-être en exemple concret. Moi, il y a quelque chose qui me paraît d'absolument fondamental. Ce qu'Alice disait, et qu'on peut dire vraiment d'une façon où on voit, on intervient à côté des enseignants ou avec les enseignants, mais nous ne sommes pas, enfin, moi je peux être enseignante de langue à côté, mais quand je suis Théalingua, je ne suis pas là-dedans. Et c'est très important que ce cadre change. Et pourtant, j'ai travaillé 15 ans à Berlin et je vois qu'en France, c'est encore pire, pardon, mais sur le côté de l'évaluation. C'est-à-dire qu'il y a quand même une notion de l'erreur, de faire juste et faire pas juste, qui est très ancrée chez les élèves, alors que le veuille l'enseignant ou non, que le veuille l'école ou non, que le veuille le climat scolaire, l'académie ou je ne sais qui, c'est ancré en fait, c'est comme ça. Et du coup, de déjà faire partir ça, nous ne sommes pas dans un cadre d'évaluation. Tout est juste. Tout ce que tu as dans ta tête est juste. C'est Keith Johnson qui est une des personnes qui a fondé l'improvisation dans les années 50-60 en faisant un art complet, c'est-à-dire pas juste en... Je reviendrai sur les stéréotypes, c'est encore autre chose. En faisant un art complet, voilà, pas qu'un processus théâtral, mais c'était une finalité en soi.
Et il disait, enfin, il y a tout un passage, par exemple, sur comment il traitait la grossièreté, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait avec les gros mots? Qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, que c'est des passages. Et je reviens au stéréotype à ce moment-là, on peut dire que c'est des passages. En fait, c'est des passages. Si on les interdit, ben, en fait, ça ne sort pas. Et si ça ne sort pas, on canalise, on bloque. Et oui, il y a des règles. Après, on revient aux règles. Après, on resculpte. Après, on se met d'accord et surtout, on fait dans le collectif. Et nous, on ne fait pas du one-man show, on fait de l'improvisation et on fait de la création collective et où c'est bien de nouveau. Alors d'abord, il y a le premier choc de nous en tant qu'étrangers et après, il y a le choc de « Ok, je me suis exprimée, je fais ma créativité. » Et en fait, il va y avoir le choc de « Ah, l'autre aussi, il a fait sa créativité. Oh mon Dieu, il va falloir se mettre d'accord. » Et là, ça devient intéressant parce que de nouveau, on repart dans une négociation, on repart sur de l'incertitude, on repart sur des choses. Et du coup, la première chose pour moi, c'est d'abord de tout prendre, de tout valoriser, de tout mettre à pied d'égalité, qu'il n'y a pas une chose mieux qu'une autre, il n'y a pas une chose théâtralement mieux qu'une autre, il n'y a pas une chose linguistiquement mieux qu'une autre, il n'y a pas une chose… Voilà, tant qu'on est dans un cadre de sécurité qu'on présente dans nos ateliers, qui est sur la confinement, enfin, voilà, en tout cas, on ne peut pas se blesser, on ne peut pas se faire mal, il y a un minimum syndical, on va dire, mais là-dedans, tout est possible. Et ensuite, on se remet à créer, on va dire, dans l'idée d'aboutir à une forme. Après, la forme vient, la question de la forme arrive. Et on part sur des impros d'idées ou sur des choses comme ça. Et quand il y a stéréotype, c'est-à-dire que deux personnes vont se rencontrer avec toute leur créativité, ils vont revenir au stéréotype, parce que c'est ce qu'ils connaissent, parce que c'est ce qui rassure. Super, ils le font ensemble. Et là, l'art théâtral, c'est de le mettre à l'envers, comme on dit. On refait la même chose, mais complètement décontextualisé, à un autre moment, avec d'autres intentions, avec d'autres émotions, etc., etc. Je vais rebondir là-dessus parce qu'il y a, on parle, quand on aborde la créativité, d'un micro-processus latent qui revient aux différentes étapes de la créativité, comme une respiration. Et qu'on qualifie ainsi, on dit il y a toujours des moments où on explore des dizaines d'idées, comme tu le disais un petit peu, quand bien même ça passe par des gros mots. C'est ce qu'on appelle une phase de divergence exploratoire, mais et qui a un petit peu la caricature qu'on a de la créativité. C'est un peu, on peut dire tout et n'importe quoi, mais dans l'autre temps de cette respiration, il y a aussi le moment qu'on appelle celui de la convergence, où on va revenir à peut-être, ça peut être à ce cadre dont tu parlais, mais quand on est en créativité tout seul, ça veut dire on va trier, on va dire non, ça je jette, etc. Donc il y a cette respiration qui va de la convergence à la divergence que j'aimerais bien faire expérimenter à vous qui êtes avec nous. Je vais vous proposer un petit temps d'activité que vous pouvez continuer en nous écoutant. Si vous n'êtes pas en train de manger ou de faire autre chose, vous pouvez aussi faire ce qu'on fait parfois en téléphonant, en grabouillant. Moi, j'ai déjà commencé sur ma feuille. Alors, je vais partager l'écran. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'expérimenter cette petite respiration créative qu'on peut en fait comme principe adapter à tous les contextes de formation qu'on fait. Alors, je vais vous montrer, ça vient d'un test de créativité qui est proposé par Todd Lubart, Maud Besançon et Baptiste Barbeau. C'est un test qui est utilisé pour mesurer la créativité des enfants de 8 à 12 ans. Mais en fait, quel que soit le contexte, on utilise ce même principe pour tester la capacité des gens à avoir cette phase de divergence. Alors là, je vais vous demander de choisir, pour vous entraîner à cette phase de divergence, une de ces formes et d'essayer jusqu'à la fin de la conférence, de la table ronde, vous en prenez une et vous essayez de l'intégrer dans le plus de dessins possibles qui peuvent vous venir. C'est-à-dire qu'à la fin, on va avoir, je ne sais pas, plein de dessins à l'intérieur desquels il y a ces accordéons ou non. Donc ça, c'est un exercice de pensée divergente. Et puis, un autre exercice, si celui-là ne vous convient pas, c'est que vous essayez avec le plus de formes possibles qui apparaissent, de composer une image qui est cohérente. Vous voyez sur le côté, sur la gauche, peut-être à vous, on voit qu'il y a des enfants qui ont trouvé à combiner, et ça c'est la phase de convergence, où on va justement essayer de rentrer dans une logique combinatoire, intégrative, on dit aussi, et sélective.
Moi, je vais vous laisser quelques minutes pour choisir votre forme, peut-être gribouiller une ou deux choses. Alors, ah oui, vous n'allez pas être obligé de le montrer et ça n'a pas vocation à être abouti. C'est juste pour que vous expérimentiez vous aussi ce chemin de recherche d'idées qui est soit avec un angle d'exploration à 360 degrés, comme si on prenait tout l'air qu'on voulait dans cette respiration, ou alors quand vous intégrez, comme dans l'expiration, on choisit la combinaison. Je vous laisse quelques minutes, je vais regarder s'il y a une question. Je vais continuer à parler, mais doucement, pendant que vous dessinez encore un petit peu. Pour vous dire qu'en fait, dans ces tests de créativité, ce qu'on essaie de développer, alors dans le test, il y a peut-être une idée qui paraît contradictoire avec l'idée de créativité, mais en fait, dans ces tests, on essaie de mesurer, pour pouvoir le développer, euh, la fluidité, c'est-à-dire le nombre d'idées qu'on peut avoir, euh, à quel moment, à quelle fréquence. Alors parfois, on a plein d'idées pendant la première minute, puis une phase de frustration émotionnelle aussi qu'il faut dépasser. Et ensuite, on arrive à déclencher d'autres idées. C'est ce qu'on appelle la fluidité. Et puis, on observe aussi ce qu'on appelle la flexibilité, c'est-à-dire la capacité à mélanger des mondes, à faire des associations un peu inédites. On le voit dans les dessins qui sont à droite. Euh, Comment on peut arranger ces choses de manière un peu inhabituelle. Donc, c'est cette originalité aussi dont on parle parfois pour la créativité. Je vais arrêter le partage d'écran. Passer ensuite la parole à Vincent, mais pour vous rappeler aussi que peut-être il y en a parmi vous qui travaillent plus en lien avec le théâtre ou avec un autre art, et c'est des exercices qu'on retrouve beaucoup, par exemple le détournement d'objets, qui fait partie littéralement d'un test de créativité. Ça m'a beaucoup étonnée. Moi qui suis prof de théâtre, en fait, c'est un des exercices de base qu'on fait dans les échauffements. On prend une chaise et puis cette chaise devient un partenaire, un cheval, je sais pas, une voiture. Et en fait, dans les tests de créativité, ils donnent souvent une boîte en carton et ils demandent aux participants de la détourner, d'en faire autre chose, de la faire vivre dans leur manière de l'utiliser et d'en donner une autre fonction. L'idée, c'est pas de voir qui trouve le plus d'idées possibles, parce que de toute façon, on ne les compte pas, mais c'est d'entraîner cette flexibilité cognitive de façon à pouvoir sortir des sentiers battus et avoir à trouver en fait des fonctionnalités qui sont plus originales. Donc ça, c'est un type qu'on peut aussi développer en formation. Ça veut dire, hein, si je comprends bien, et là je m'adresse vraiment à Sandrine et Marjorie, pour allier créativité et faire le lien avec les apprentissages, ça sous-entend qu'on doit développer des compétences. J'aurais aimé savoir, moi, comment vous les recoupez, ces compétences, et est-ce qu'il est souhaitable, à tout moment d'une formation, de les mobiliser? Est-ce qu'il y a des moments, des temporalités à privilégier pour que ce couple créer et apprendre fonctionne correctement? Alors moi, je voudrais revenir un petit peu sur ces compétences parce qu'on les a abordées de manière un peu fragmentée, mais je voudrais juste reprendre un petit peu les renommer, hein, parce qu'elles sont aussi mesurables et mesurées, observables, et de ce fait aussi, on peut les développer. Par exemple, vous avez parlé au début de cette tolérance à l'ambiguïté ou de cette résilience par rapport à l'inconnu. C'est-à-dire qu'on dans la créativité, il y a toujours un facteur émotionnel qui fait qu'à un moment donné, on peut être un peu paniqué de ne pas savoir où on va ou paniqué de ne pas savoir quelle est la solution. C'est aussi une situation dans laquelle on se trouve dans l'apprentissage. Donc, essayer d'entraîner, de mettre les élèves en situation consciente et nous accompagnants conscients de la difficulté émotionnelle que ça peut comprendre, de se laisser guider vers quelque chose dont on ne connaît pas l'issue. C'est une manière, par exemple,
quelque chose qu'on peut intégrer dans notre posture. Et je citerai une deuxième dont on a parlé, je crois, plus ou moins indirectement. Marjorie, quand tu parlais des gros mots, c'est tout ce qui est de l'ordre du non-conformisme et qu'on peut avoir peut-être tendance dans l'institution scolaire à minorer, toujours le valoriser et le discuter collectivement. C'est-à-dire qu'une idée qu'on n'a pas prévue quand on a préparé notre cours, on n'a pas pensé que quelqu'un allait dire ça, au lieu d'essayer de vite retrouver notre piste, notre préparation, la soumettre au collectif et essayer de la valoriser. À chaque fois qu'on va valoriser l'originalité d'une idée, non pas en la mesurant à son adéquation avec ce que moi, accompagnant, j'avais prévu, et qui dans le fond n'est pas forcément intéressant, on va aussi encourager cette démarche créative. Et pour répondre à la deuxième partie de ta question, Vincent, ça c'est possible quand on a réellement et authentiquement et sincèrement la possibilité de ne pas savoir, de pas savoir quelle est l'issue de la démarche créative. Bon, moi, je suis professeure de lettres, par exemple. Il y a certains exercices sur lesquels la marge de création est possible, si j'ai une suite de textes à faire ou même une interprétation de poèmes dans certaines limites. Et là, je peux engager les apprenants dans une démarche créative parce que authentiquement, je vais pouvoir leur confier la responsabilité de ce qu'ils vont trouver. Par contre, il y a certains sujets, si je veux leur faire apprendre les figures de style, bon, on va très vite ne plus pouvoir être inconditionnellement dans une démarche créative parce qu'on a un objet qui est trop fermé. Donc, quand bien même moi, j'ai une posture ouverte pour aborder ce sujet fermé, la métaphore sera toujours la métaphore, quoi. Je ne vais pas pouvoir faire autre chose. Donc, ça dépend de la marge d'ouverture qu'on a par rapport à l'objet qu'on veut aborder avec les élèves. Sur ce couple, créer et apprendre, en tout cas, comment développer ses compétences, Marjorie, peut-être qu'il y a des éléments que toi, tu abordes dans la méthode Théalingua, en tout cas. Sandrine vient de me retourner le cerveau avec ses figures de style et la créativité. Je commençais à me dire, si, on peut faire ça, on peut faire ça. Et vas-y, ouais. Non, mais du coup, non, je sais pas, parce qu'on est quand même. Peut-être que je vais vous passer tout à l'heure quelque chose autour des mathématiques, parce qu'on a l'impression que c'est encore moins créatif. Mais disons que moi, dans les figures de style, il y a plein de choses qui me viennent. Je me dis ce qu'on peut écrire, ce qu'on peut associer, ce qu'on peut. Enfin, après, ça peut-être dépend que ça veut dire être créatif. C'est quoi la créativité en fait? Ça pourrait peut-être aborder cette question-là, peut-être qui est un peu vaste. Mais en tout cas, nous à Théalingua, on prend le processus créatif, on parle vraiment pour nous d'un processus. Hein. Ça commence avec en fait le fait d'être bien dans le groupe, d'être bien dans son corps, d'être bien à l'instant où on est. Et ça inclut nous-mêmes, ça inclut que nous aussi, on doit pouvoir avoir un peu senti le groupe, un peu compris les choses de « Ok, là, ça va peut-être être un peu dur, là, etc. » Que le professeur aussi ait trouvé sa place, puisqu'on travaille souvent en binôme. Enfin, donc, que tout le monde se sente dans ce groupe ensemble. Donc, bref, une fois qu'on a ça, qui fait partie du processus créatif, autant que la pièce de théâtre, ce que l'on voit quand on fait du théâtre, c'est la pièce de théâtre, puis tu as eu un beau rôle, ou voilà, on voit ce qu'on voit, mais derrière, il y a tellement de choses. Donc, c'est un processus, comme dans l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on va voir dans la rédaction, dans l'interrogation, dans je ne sais pas quoi, dans le contrôle, dans l'évaluation, on va voir ce qui est retenu, mais en fait, derrière, il s'est passé dans la tête, dans la représentation de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte, dans sa représentation du monde, dans la chose qui a été apprise, intégrée, va lui faire bouger des choses qui vont en faire bouger d'autres, etc. Donc, on pourrait demander aussi qu'est-ce que c'est apprendre, à partir de quand on apprend, enfin, on a appris. Et je pense qu'il y a, je ne veux pas donner de réponse, je ne suis pas très spécialisée dans la philosophie, dans les choses comme ça, mais je suis persuadée par contre qu'apprendre et créer, c'est vivre en fait. C'est tant qu'on vit, on est en création et on est en apprentissage. Voilà, ça c'est la grande chose. Ce qu'on fait dans Théalingua, donc entre apprendre et créer, donc, encore une fois, on fait vraiment les deux en même temps. Ils entendent parler une langue déjà tout le temps qui n'est pas la leur, donc ils sont déjà dans quelque chose, en tout cas, alors ils ne conscientisent pas l'apprentissage, c'est peut-être ça la différence, mais ils sont en tout cas dans eux-mêmes qui n'a pas l'habitude d'être dans cet état-là. Donc déjà, ils apprennent à pas
tout savoir tout de suite et tout comprendre tout de suite, et être sûr que c'est tout bien tout de suite. Et après, dans les actions qu'on leur demande de faire, et c'est pareil, c'est des actions qui sont en général nouvelles ou qui n'ont pas l'habitude de faire et qui doivent faire avec d'autres, donc qui sont de toute façon renouvelées, parce que l'autre est toujours différent et parce que l'exercice est souvent différent de ce qu'ils font d'habitude. Je voulais juste revenir, il ne faut pas que je dise ce que dit Alice parce qu'autrement ça va en finir de m'embrouiller la tête. Revenir sur un petit truc que j'ai dit, mais c'est pas grave. Je ne sais pas si je suis claire, Vincent. Tu veux un détail, une question Non, ça c'est clair, mais alors il y a beaucoup de choses que j'ai retenues, mais tu m'as un petit peu mis un petit peu appâté. Tu nous as dit que tu allais nous parler de quelque chose, nous montrer quelque chose, nous faire entendre quelque chose. Oui, ah oui, là ça. Peut-être. Oui, j'y vais, donc c'est à moi les studios. Ouais, à toi les studios. On s'est dit qu'il fallait que tout le monde soit vraiment dans l'inconnu. Donc, Marjorie nous a préparé un petit inconnu que Vincent et moi ne connaissons pas, histoire de faire ce qu'on dit, de se mettre en situation de tolérance à l'inconnu, quoi. Donc, je sais pas, on ne sait pas ce qu'elle va faire. J'ai vu la chose d'Alice. Après, je pense, donc, ça sera la dernière activité, peut-être, enfin, activité. Donc, j'ai préparé un petit, donc je vais vous passer celui-ci, un petit extrait d'un film que vous connaissez peut-être. Je vais vous le présenter après. Ça dure 2 minutes. Voilà, c'est autour des mathématiques et de la créativité peut-être, en tout cas d'un état nécessaire pour pouvoir réaliser pour pouvoir faire des mathématiques. Je vais vous le passer. Ensuite, je ferai réagir Sandrine et Vincent. Et je pense qu'après, on va pouvoir ouvrir un peu les micros sur cette question de vous, comment vous voyez entre création et apprentissage. Donc, Alice, par exemple, échanger voilà, avec nous et avec les 22 personnes qui sont présentes. Voilà. Donc, vous aurez peut-être reconnu… Attendez. Ah, je suis désolée. Voilà. Vous avez peut-être reconnu donc, le Péril jeune, sorti en 1994 de Cédric Clapiche avec ce fameux mathématique. Donc, il y a pas mal de choses qui m'intéressent dans cet extrait, mais c'est des choses que nous-mêmes, on pratique sur le fait de se sentir bien. Moi, je commence par ça à Théalingua. J'ai pas mal dit que c'était le fait d'être bien dans un groupe, d'être bien dans son corps, pourquoi pas passer par de la méditation. Mais il y a 2 choses qui m'intéressent et sur lesquelles je voulais vous faire revenir. Déjà, il y en a 2 qui s'endorment. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ça ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? Et tout le monde n'écoute pas. Il y en a qui rigolent, il y en a qui sont en train d'avoir très envie de se faire des bisous. Et qu'est-ce qu'on fait aussi avec ça ? Voilà, je ne sais pas comment vous voulez réagir et qui veut voir un peu sur ces réactions des élèves qui s'endorment, qui n'en ont rien à fiche. Qu'est-ce qu'on fait alors qu'on a l'impression qu'on leur fait quelque chose qui est super pour apprendre et créer ? Le lâcher prise, oui, ben voilà. En fait, on a une illustration de 2 postures d'enseignant où on sent que cet enseignant est plutôt dans une posture de contrôle. Et la posture de contrôle, elle est pas facile pour permettre à des apprenants, à des élèves d'aller vers la créativité. Et pour autant, il a préparé un scénario pédagogique, si on veut regarder ça de cette manière-là, qui est plutôt ouvert, mais il a du mal à se mettre en place. Et là, comme l'indiquait, alors je n'ai pas retenu le prénom du chat qui était mis, mais on est vraiment dans cette posture de lâcher prise, c'est-à-dire qu'il faut réussir à accueillir ce qui se passe au niveau des élèves, parce qu'il y a d'inattendus. Donc dans le scénario, il faut inclure cet inattendu, il faut l'accepter. C'est ce que je retiens ici. Et c'est à partir de là où les élèves, les apprenants vont avoir une certaine habitude de ça qu'on va pouvoir mettre en place, à mon sens, et travailler en tout cas ses compétences créatives. C'est-à-dire que chacun est en confiance, c'est s'autoriser, c'est se respecter, et de fait, ça se met en place. Voilà ce que pourrait m'évoquer en tout cas cette scène. Merci Vincent. Sandrine, tu veux aussi réagir un peu sur les élèves, leur attitude ou… Alors moi, je suis prof de théâtre, donc les élèves sont souvent couchés par terre. Ils peuvent s'endormir. Bon, après, il y a quelque chose d'un peu provoquant, je pense, à la date où c'est fait, parce que peut-être à cette date-là, ce n'était pas imaginable de pouvoir avoir cette flexibilité, cette mobilité dans une classe. Moi, je me dis que s'ils s'endorment, c'est bon signe à la rigueur.
Mais ce que je trouve qui est important par rapport à la créativité, c'est que comme en théâtre et comme quand on veut agir avec le corps, on part de l'état dans lequel les élèves sont et on ne fait pas semblant. Et moi, ce qui me frappe souvent quand on commence un cours assis avec une demande descendante de silence, d'attention et un espèce de rituel qui est plus négocié depuis des milliards d'années, on sort ses affaires, etc. On n'est pas dans cette relation qui peut forcément être créative parce qu'on est dans une espèce de routine qui est à peu près tout le contraire de la créativité. Et à chaque fois qu'on va repartir de l'état présent des corps, de la disponibilité de chacun, ça prend un peu plus de temps de faire un démarrage comme ce prof qui a choisi cette position. Mais en même temps, c'est une variation qui peut être intéressante. Alors, comme le disait Vincent, puis je crois que c'est le sens du commentaire, il est aussi dans une posture qui est complètement contrôlante, il n'y a pas de cohérence avec ça. Mais je connais pas beaucoup de gens qui tentent ce changement de posture sans faire des erreurs, sans faire des maladresses, et il a le mérite d'essayer, quoi. Moi, j'ai envie de dire, quand même, c'est pas mal. Et en 94, en plus, c'est encore mieux, quoi. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'humilité et de compréhension. On peut pas se dire, je vais rentrer dans une démarche créative et tout contrôler et ne m'autoriser aucun faux pas parce que le faux pas est aussi intéressant, il raconte aussi quelque chose de la situation et de soi. Donc, si on adopte le principe de faire ce qu'on dit et de dire ce qu'on fait, même quand on va tenter cette démarche créative, on va partir dans quelque chose qui est un peu inconnu, insécurisant. Et c'est vrai qu'il vaut mieux être au clair avec ses sensations de frustration et d'inconnu. Mais en fait, on va se taire parce que sinon, il n'y aura plus beaucoup de monde de temps pour d'éventuelles questions. Mais merci beaucoup à ceux qui ont mis des petits mots. Ça conjure un peu la communication biaisée des Zooms, mais qui nous permet quand même d'être ensemble avec des distances éloignées. Donc, on est dans la dernière partie. S'il y a des gens qui veulent poser des questions de vive voix, ouvrez votre micro ou allumez votre caméra si vous le souhaitez. Ou vous pouvez également écrire dans le chat et on lira, vos questions. Si Camille aussi voulait revenir sur la surprise que vous avez eue là, quand on demande des autorisations. Ah oui. Ça, si vous voulez revenir dessus, avec plaisir. Alice aussi sur les stéréotypes, avec plaisir avoir un échange là-dessus, aussi sur les liens que vous faisiez créativité-apprentissage. Et Juliette sur l'humour, moi, toujours prête. Moi, on peut parler d'humour, on peut parler de la surprise aussi. J'aime beaucoup le côté surprise des choses, ou au contraire, habitudes et routines qui peuvent aussi aller vers autre chose. Donc, le chat, enfin, la discussion est libre, les caméras sont libres aussi, et je me tais aussi pour laisser quelque chose à tenir. Ça peut être aussi un partage d'expérience. On s'est dit, si vous êtes, si ça vous a intéressé, peut-être vous avez d'autres manières de l'aborder qui peuvent être intéressantes pour le collectif qu'on est ce soir. Alors, j'essaie de lire. Oui, alors, juste l'intervention de Camille qui a dit savoir si on a le droit de. Je serais tenté de dire, et c'est un tout petit peu ce que indiquait Sandrine dans l'introduction, c'est très franco-français en fait. Est-ce que j'ai le droit de et on le retrouve en fait dans la spontanéité que peuvent avoir certains anglo-saxons, notamment sur la prise de parole en public, sur l'oralité, etc. Le français a du mal à faire ça, et c'est historique sur notre école napoléonienne, et ça rejaillit également sur le droit à l'erreur. Pour être créatif, il faut s'autoriser à faire des erreurs. Et c'est d'autant plus important sur la créativité que, on le sait, et là la science nous le dit, on n'apprend que si on se trompe. Et c'est ce problème qu'on peut avoir au niveau français, de vouloir évaluer systématiquement le négatif et donc l'erreur, d'évaluer l'erreur et au contraire de ne pas évaluer la progression que l'erreur va permettre de faire. C'est souvent quelque chose qui est vraiment un sujet sur lequel on doit absolument travailler. J'aime beaucoup qui ne se plante pas, ne pousse jamais. Je ne la connaissais pas. Je la note. Je me la garde. Je l'aime beaucoup.
Pas grave, Camille, c'est très bien hein, de passer par la discussion, par voilà, faites comme vous pouvez. Ah, merci pour la référence. Merci, super. C'est noté. Peut-être, je lisais aussi ce qu'avait écrit Yana. Ah oui, effectivement, là, on est typiquement dans le climat de classe, le climat, on dirait interpersonnel, ou en tout cas dans l'interaction entre l'élève et l'apprenant et le professeur, l'enseignant avec l'élève. C'est primordial. Et on le voit, hein, euh, on commence à avoir des éléments qui nous permettent, des éléments de recherche, hein, qui nous permettent d'identifier l'effet professeur, l'effet maître. On avait des éléments qui n'étaient pas suffisamment significatifs, mais en tout cas, cet effet maître, il est identifié comme étant dans une bonne relation, une bonne interaction entre l'élève et le professeur. Un professeur peut être génial sur plein de choses, mais si l'interaction ne fonctionne pas, en fait, on se rend compte que l'apprentissage ne se passe pas bien. De fait, le climat de la classe ne se passe pas bien et les interactions sont dégradées. Donc, je rejoins vraiment ce qu'indique Yana. Ouais, l'attention qu'il peut y avoir à l'espace. En fait, les personnes qui indiquent un peu quels sont les facteurs qui vont pouvoir prédire ou favoriser la créativité dégagent plusieurs dimensions. Donc, une dimension, c'est l'environnement. Alors, l'environnement, c'est par les gens qui nous entourent, mais aussi l'environnement, quand tu parles lors d'aménagement du lieu, c'est tout à fait ça. Moi, je pense aussi à la possibilité de bouger, qu'on perd au fur et à mesure dans l'enseignement. Dans le primaire, on peut avoir une flexibilité qui est assez libre des élèves dans la classe. Et puis, plus on va, plus c'est... Et ça aussi, c'est assez français d'ailleurs. Mais en tout cas, l'environnement joue un rôle fondamental. On dit même que quand bien même on a les compétences de régulation émotionnelle qu'il faut, les connaissances qu'il faut pour être créatif, si l'environnement est inhibant, ben, c'est moche. C'est pour ça qu'on a un rôle aussi en tant que formateur et d'accompagnant qui est très fort, de soutenir cette possibilité d'ouverture créative. Mais on avait indiqué un horaire de 19h à 20h. Donc, et je vois que certains commencent à nous quitter. Donc, on vous remercie tous pour votre curiosité en tout cas. L'attention et les retours, c'est toujours important dans ce... Et oui, quand on ne peut pas bouger, on ne peut pas parler, hein. Bouger, c'est une manière de s'exprimer aussi. Un grand merci aussi au Festival de l'Apprendre qui grandit chaque année, qu'on suit avec attention depuis 3 ans et qui est une belle opportunité pour confronter, enfin pas confronter, mais s'enrichir des différentes manières d'apprendre, pas forcément dans différents contextes et qui donne chaque année, on a des contacts en assistant à d'autres interventions ou suite aux ateliers qu'on peut faire avec d'autres intervenants sur cette question de l'apprendre. La créativité, c'est ça aussi, c'est savoir aller piocher des idées très loin de son propre cœur de métier. Et puis, vous indiquez aussi que, je vois une question qui se pose, peut-être Marjorie, je te laisserai répondre sur les stages, mais on va terminer le Festival de l'Apprendre samedi avec une journée pleine d'ateliers gratuits à Saint-Étienne, avec un atelier le matin sur l'engagement corporel dans les apprentissages, un atelier pratique de 3 heures. Et l'après-midi, Marjorie, j'ai plus le titre exact en tête et je ne veux pas passer une diapo maintenant, peut-être tu peux le rappeler. Non? C'est la création collective comme outil de pédagogie participative. Hein, on va faire une création collective en gros, puis on va analyser qu'est-ce qu'on a fait et qui est reproductible par la suite. Voilà. Voilà. Et puis on finit par un apéro réseau. Donc, pour justement essayer de tisser dans la présence avec d'autres acteurs sur ces modalités d'apprentissage. Alors, des stages à Lyon pour les ados.
Marjorie, je te laisse peut-être répondre Non, les stages à Lyon qu'on fait, c'est pour adultes pour l'instant, donc pas encore. Ça pourrait venir, ça serait peut-être sur Saint-Étienne. Moi, je suis passée de Berlin à Saint-Étienne. À Saint-Étienne, c'est possible qu'on développe des choses, mais pour qui à Saint-Étienne? Moi, j'aimerais bien peut-être pour des ados, mais l'année prochaine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a vos mails, on ne va pas vous inscrire à une newsletter ni rien, mais moi, je vais vous envoyer en fait les liens si vous voulez vous inscrire à des newsletters, à des machins, à des choses. Peut-être remettre aussi les références que tu as citées, Sandrine, du test de la créativité ou des choses comme ça, des petites choses. Comme ça, vous aurez un peu, si vous n'avez pas noté, vous aurez les choses qu'on avait prévues. Vous aurez le lien pour vous inscrire si vous voulez être au courant de ce qu'on fait à Théa Lingua et à Corps Enseignant, Corps Apprenant. Voilà, qui sont donc 2 équipes du Centre Créal pour création et recherche en éducation, art et langue. Du Voilà. coup, vous allez tous recevoir ce mail à jeter si ça vous si c'est pas besoin, et sinon sur lequel vous aurez les contacts et les références. Et Hélène, il faut que je réponde à ton mail. Je ne te vois pas, mais je sais qui tu es. Et j'ai un mail auquel je dois te répondre depuis 1 an, depuis le dernier festival de l'apprendre, où je me dis, il faut que je lui réponde, il faut que je lui réponde, il faut que je lui réponde. Salut Hélène. Alors Juliette, oui, il y a, alors il y a plusieurs livres qui sont parus. Je ne sais pas si c'est. Il y a un livre qui s'appelle Le corps au cœur des apprentissages, qui est toujours en vente dans les librairies ou en commande ou sur Internet. Donc ça, c'est possible. C'est aussi possible de l'acheter auprès de nous si vous le souhaitez. Voilà, il est ici, le corps au cœur des apprentissages. Mais le Centre Créal a aussi d'autres ouvrages qui peuvent vous intéresser. Il y a 99 exercices pour... voilà, elle les a tous. Ouais. Un très chouette bouquin à utiliser, super pratique, avec une batterie d'exercices d'inclusion, d'exclusion ou plus orientés vers le théâtre. Et puis un autre ouvrage qui s'appelle Théâtraliser un conte. Mais ça, vous le trouvez assez facilement sur le site du Centre Créal. Voilà. Mais je vous souhaite un très bon festival de l'apprendre avec d'autres opportunités de confronter vos pratiques, vos intérêts, vos envies à celles des autres. Et puis, au plaisir, n'hésitez pas à répondre aussi aux mails si vous avez quelque chose à partager sur les terrains qui nous ont reliés ce soir. Et je vous souhaite une très belle soirée. Finissez bien vos petits dessins, parce que n'oubliez pas que la créativité commence quand on croit qu'elle s'arrête. Au moment où vous croyez que vous n'avez pas d'idée, changez juste d'angle et c'est là que la bonne idée va venir. Donc, vous n'avez pas terminé. Hein. Je vous enverrai les petits dessins d'ailleurs dans le mail. Très bonne soirée à tous. Bonne soirée, Hélène, je te réponds. On s'écrit, on se fait un truc. Bonne soirée à tous, merci beaucoup. Merci. Avec plaisir, bonne soirée à tous, au revoir. Merci d'avoir suivi, hein. C'est chouette, c'est toujours bien de voir qu'on est plusieurs quand même sur ces terrains-là. C'est chouette. Et vous qui vient de nous dire au revoir, c'est Louise, c'est une théalinguiste de octobre qui est rentrée en fait avec nous, avec qui on a déjà travaillé. Elle a dû partir là, mais Lou. Ouais, elle s'appelle Louise Loison et elle est très bien. Elle est super théalinguiste. Ok. Peut-être Marjorie, c'est toi qui as la main. Peut-être aider à déconnecter les derniers qui sont toutes partis en fait. Maggie, Maggie vient de... Hop, Maggie. Voilà. Il y a encore Minel. Maggie, je peux leur demander de partir. Au revoir, Minel. Au revoir, Maggie. Minel. Attends. Minel. Voilà. Peut-être arrêter l'enregistrement également. Comme ça. Et tout à fait. Mais tout à fait. Mais tout à fait. Jean-Pierre. Mais tout à fait, Jean-Pierre. Et là, arrêtez l'enregistrement.